Bonjour et bienvenue dans ce 50e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 27 novembre 2018 et en direct du DevD avec toute une série de personnes autour de la table qu'on va présenter, dont on va parler tout de suite. Je suis Denis Voituron, je suis accompagné de mes deux comparses du jour, Christophe Penier et Richard Clark. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Denis. Et tous les autres qui sont autour de la table. Donc, peut-être que chacun peut se présenter rapidement et dire qui il est. Ok, mon nom c'est Laurent Bugnon, je travaille pour Microsoft depuis maintenant presque 2 ans bientôt. Et la caméra, ouais. et je bosse au fait de l'équipe des ce qu'on appelle les Cloud Developer Advocates, c'est-à-dire je fais de l'évangélisme si on veut bien pour Azure. Ouais, parce qu'on est là pour faire aujourd'hui le DevD, donc on termine le DevD. Donc, il y a encore quelques speakers qui sont en session, donc on en profite pour enregistrer au calme, mais je pense pas que ça va être au calme. Oui, à côté de toi il y a Mitsu. Je m'appelle Mitsu Furuta. Je sors de la session C# que j'ai animée avec des développeurs. Et je suis passé en salle speaker et je me suis pas trompé. Et en face de toi, Christophe. Alors, Christophe Nazar, je travaille chez Criteo et je me suis aussi fait attraper, ils ont fermé la porte, donc on n'a pas pu s'en on a la clé sur la porte quand même. Le Père Noël, et donc le Père Noël, donc Sébastien Pertus. Donc moi je travaille chez Microsoft depuis 6 ans. Et donc depuis l'année dernière, je suis software engineer chez CSE, Commercial Software Engineering, et juste avant j'étais évangéliste. C'est pour ça que j'ai encore quelques reliquats de sessions qui traînent à droite à gauche que je dois assurer et que j'aime bien assurer. Ouais. On va commencer peut-être par la première actualité. C'est Richard qui va nous en parler. Je pense que ça va intéresser tout le monde, tous les devs qui sont autour de la table. Oui, donc le principe, c'est on va présenter un certain nombre d'actualités et puis vous réagissez par rapport à tout ça. Dites ce que vous en pensez. C'est bien, pas bien. Voilà, donc la première actualité, c'est tu cliques sur le buzzer. Donc Visual Studio 2017 qui est paru en version 15.9, donc il n'y a pas énormément de grosses nouveautés. Ce sont des évolutions mineures avec les mises à jour des SDK, donc des SDK concernant surtout .NET Core. Avec des imports-exports de configuration, ce que faisait Richard Peur depuis de nombreuses années, et puis des améliorations pour les outils UWP, donc notamment avec le support des ARM 64 et le support de SharePoint 2019. Bon, il n'y a rien de bien spécial. Ce qui a été annoncé surtout, c'est que c'était la dernière mise à jour avant de passer à Visual Studio 2019. Ouais. Ensuite, on a Visual Studio pour Mac, donc une annonce de la roadmap par Uni Rivan machin là. Uni Ravidranathan. Voilà, donc quelqu'un de très sympa que j'avais rencontré il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. C'était le PM de Blend à l'époque. Oui, c'est ça qu'on le connaît, quoi. Ouais, Xaml, Blend et tout. Ouais, il avait lancé Blend. Ouais. C'était pour Imagine Cup, pour la compétition design où justement il intervenait. Donc pour Mac, il y a des améliorations de la perf de l'éditeur, le support de TFVC, le support de .NET Core, d'ASP.NET Core, et puis le support aussi de Xamarin et de Unity. Blend qui fait toujours partie de VS 2017. Hein. On peut encore jouer avec Blend dans VS 2017. Ouais. On s'est toujours installé Blend dans... Ouais, ça installe toujours. Qui est-ce qui l'utilise? Ouais, mais en fait, je pense qu'on l'utilise tous dans Visual Studio, parce que finalement, le designer de Visual Studio, c'est Blend. C'est celui de Blend. Ouais. Sauf qu'il y a un peu plus de fonctionnalités de Blend, comme dans l'application, c'est pareil. Mais bon, c'est vrai que, moi, je l'utilise beaucoup moins maintenant, surtout parce que je fais plus tellement de XAML, puis je fais beaucoup plus de cloud, mais... Tu codes plus, quoi. Si, je code, mais je code pour le serveur plus que pour le client maintenant. Et enfin, on a eu l'annonce de Visual Studio 2019. Donc là, on voit qu'il y a eu... La première annonce a été une annonce capitale sur le design des nouveaux icônes. C'était gris, non, c'est ça? Non, maintenant, il y a plus de relief, je trouve, dans le design. Et puis, il y a un icône différent sur la Visual Studio 2019 Preview et la Visual Studio 2019. Donc, il y a eu un billet sur le changement de lui et sur l'expérience utilisateur qui est voulu. Donc, avec le support du thème sombre, c'est le truc à la mode en ce moment. Un nouveau écran d'accueil qui est plus clair, je trouve, qui est plus stylisé.
Une refonte du thème bleu, donc qui était le thème par défaut de Visual Studio, qui est revu un petit peu. Une barre d'outils simplifiée. Alors ce qui est bizarre, c'est que dans l'exemple qu'il montre, elle a l'air plus compliquée que la version actuelle. Une modification des notifications. Bon. Et puis il y a également la roadmap de Visual Studio 2019. Donc avec des améliorations de l'UI, support de .NET Core et les performances. Donc on vous a mis le lien, on vous mettra le lien de toutes ces nouveautés en bas de l'écran. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs autour de la table de .NET Core 3? Ouais. Moi j'ai fait une présentation la semaine dernière à Rouen sur .NET Core 3. Ouais. Et il y a des trucs super sympas qui arrivent. Et notamment le support de .NET Core 3 dans BS 2019. Ce qui n'est pas le cas sur 2017 aujourd'hui. Et dans .NET Core 3, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a un breaking change qui fait qu'aujourd'hui, .NET Core 3 a certaines features qui ne fonctionnent que sur Windows. Notamment le fait de pouvoir supporter les applications WinForms et WPF. Oui, c'est ça. Mais c'est un breaking change si on fait ce genre de développement, mais pas par rapport au passif, quoi. Ouais, non, si on a du 2.2 ou on passe en 300 De toute façon, c'est toutes les versions de .NET Core 3. Toutes les versions side sont by side, compatibles, exactement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est génial. Et les améliorations de perf, du coup, j'ai des petites démos de comparaison de perf entre WinForms et sur .NET Framework 4.6 et sur .NET Core 3, c'est impressionnant. Ouais, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, déjà les performances, et puis surtout, ce qui sera très intéressant, c'est la possibilité d'installer side by side. Donc, tu pourras avoir, par exemple, une application VPF qui utilise .NET Core 3, puis à côté, tu auras une application VPF qui utilise .NET Core 3.5, par exemple, quand ça sortira. Et en fait, maintenant, tu dois vraiment mettre à jour ton PC complet, quand tu dois avoir une nouvelle version de .NET, ce qui peut poser d'énormes problèmes, surtout en entreprise. Tandis que là, t'auras plus de soucis, quoi. Puis aussi, ce qui est assez sympa, c'est que maintenant, tu peux aussi créer, un exécutable VPF, par exemple, qui contient .NET Core à l'intérieur. Donc, t'as même plus besoin d'installer .NET Core. En fait, il suffit alors ça, c'est pas encore disponible? Non, c'est pas encore disponible, mais c'est sur la roadmap. Moi, je l'ai sur ma machine. Ouais. Et donc, j'ai testé. Donc, ça marche très bien. Ouais. C'est un peu long à se charger. On a fait, tout à l'heure avec Christophe, je pense qu'ils ont pas encore linké. En fait, on a regardé comment ça zip. En fait, ça donc, il faut qu'il dézippe. Il faut qu'il d'accord. dézippe tout et il exécute ce qui a été dézippé. Le Process Explorer. Ouais, puis ils ont sûrement pas encore linké, donc je pense qu'ils prennent tout, quoi. Ouais. Pour l'instant. Et donc ça, c'est la prochaine version de ce qu'on appelait .NET Native à l'époque. Ouais. Qui s'appelle maintenant Corsair. Oui, Corsair. Ouais. Et qui va donc permettre de compiler tout ça, effectivement, et de linker, d'avoir. Tu parles du engine là. Ouais. Ah oui, c'est encore autre chose. Hein. Native. Ouais, mais quand tu vas faire du self-contained deployment, comme ça, il va automatiquement le déployer avec ce mode-là. Et l'avantage, c'est que tu peux contrairement à du .NET là, tu peux le compiler à la build. Parce qu'en .NET, le engine, il peut être que local à la machine. Parce il utilise les capacités locales de la machine. Et du coup, pour déployer, c'est pas très réaliste. Ou alors, faut batcher des trucs. Et là, avec .NET Core, tu peux le builder en engine et le déployer sur tous les postes que tu veux. Mais c'est ce qu'on a aujourd'hui déjà sur la partie UWP. C'est la même chaîne. Sur la partie UWP. UWP, c'est ce qu'on aura en local. Complètement. Et demain, on aura sur .NET Core. Donc, du coup, le fait de pouvoir avoir du .NET Core 3, du WinForm et cette possibilité de déployer facilement une assembly qui est self-contained, c'est quand même une super beauté. Alors après, moi, j'ai envie de reparler là de l'XAML Island là. C'est juste apparu comme une feature parmi d'autres là. Moi, je trouve que c'est un point énormissime. Alors, tu comprends ce que c'est. Je comprends que oui. Alors, je vais peut-être expliquer ce que c'est. En étant plus près du micro. C'est la possibilité d'interopérer entre une surface Windows Forms WPF avec du C# XAML qui vient du WP. D'accord. Moi, je me suis souvent posé donc Island. Pourquoi? Parce que c'est un peu un container bien posé, et du coup au milieu de ton application WinForms WPF avec la mixité que tu veux. C'est-à-dire que tu peux prendre juste un host et faire 100% du WP à l'intérieur de ta frame, ou dire j'ai juste un encart ou une fenêtre par-ci par-là et qui sera en WP dans le truc. En tout cas, on peut mélanger les technologies, et ça, mine de rien, on part juste d'une capacité technique, mais en fait, ça ouvre complètement une WP. Le modèle de déploiement, tout. Sauf qu'on reste bridé à Windows 10. Mais du coup, enfin, moi, je me suis souvent posé la question, on connaît tous les difficultés que UWP a aujourd'hui encore, rencontre pas vraiment le succès. Je me suis toujours demandé si c'était vraiment dû à la techno, ou finalement au modèle global. Et je m'étais dit, si du premier jour où ils avaient sorti du UWP, si ça avait été compatible avec des applications desktop, avec un déploiement classique.
comme du WPF. Mais je suis sûr que l'histoire elle aurait été différente. Ouais, tout à fait. Moi-même, je serais passé sûrement beaucoup plus facilement. Ouais. C'est juste, t'aurais eu le choix. Tu veux faire du store, tu fais un package. Tu veux le faire localement, tu fais un exé. Ouais. Tu vois? Et ben, je pense que l'histoire aurait été très différente. Ouais, ouais. Parce que tu serais resté dans la même philosophie d'application. Tu aurais eu un modèle très très proche, de ce que tu faisais en WPF, par exemple, avec du C# XML. Et ben, mine de rien, avec les XML Island, c'est ce qui vient d'être annoncé, en fait. Hein. Ouais. Et personne n'a, j'ai l'impression, qu'à vraiment réalisé. Ouais, c'est assez énorme. Dans des petits articles, c'est énorme, en fait. Mais je suis pas tout à fait sûr parce que depuis pratiquement Day One, on peut appeler du ce qui s'appelait WinRT et qu'on appelle WT. Pas le rendu. Oui, mais le rendu, ça change pas énormément de choses, le rendu. Parce que c'est surtout l'extension des API qui sont fournies au niveau de l'OS qu'on n'a pas en Win32, donc en .NET, Windows Form ou WPF, Moi, je trouve que là on a à travers. Moi, Mais ça, on l'avait déjà. Le rendu, il est super important. Ah, mais je dis pas qu'il est pas important. Je dis que l'extension. Et surtout, même si c'est pas le corps de ton développement, là, en volume, c'est beaucoup de lignes de code. Hein. Tous les formulaires, toutes les fenêtres, toute la partie rendue, UX, etc. Ouais. C'est beaucoup du code d'une appli, quand même. Hein. C'est sûr. Surtout qu'il y a la partie touch qui est quand même vachement mieux gérée en WP que en WPF. Donc là, je te rejoins Il là-dessus. y a quand même des facilités dans le système. L'interop avec DirectX, il y a beaucoup d'avant. Moi, je je me souviens assez bien que quand VPF est sorti, par exemple, ils avaient fait quelque chose qui est un petit peu similaire, mais qui va moins loin quand même. Mais c'était justement la possibilité de mettre des îles de VPF dans du Windows Forms, par exemple. Et moi, j'avais beaucoup utilisé ça. C'était le Windows Form Host, un truc comme ça. Ouais, un truc du Il y style. avait Ouais, l'équivalent exactement. avec les H-Window. Ouais, voilà. Il y avait des problèmes de transparence. Il y avait dans les deux sens. Ouais, exactement, ouais. Il y avait des problèmes de transparence parce que Windows Form supporte pas, était encore sur GDI. Mais par contre, nous, ce que ça nous avait permis à l'époque, c'était surtout de faire, au fait, des ports graduels, quoi. Au lieu de dire, vous devez repartir de zéro, refaire toute l'architecture de votre appli, et ben là, tu disais, non, votre appli, elle est là. Commencer par mettre les nouvelles fonctionnalités, puis ensuite, ça graduellement, tu fais, c'est quand même pas mal. Bah, les Islands, ça apporte ça à nouveau. Ouais. Entre Ouais, mais sauf que ça va encore plus loin parce que comme tu dis, non seulement ça amène ça, mais en plus ça te permet de profiter des modèles UWP sans avoir besoin du WinStore, quoi, du Windows Store. Ouais. Et dans les actualités suivantes, il y avait une news qui arrive en gros tous les mois aussi, c'est des mises à jour au niveau d'Azure DevOps, donc anciennement TFS, anciennement VSTS, anciennement Visual Studio Online, etc. Donc il y a le... Pitié, ne dites pas ADO, moi ça m'insupporte comme ça, quoi. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Dites pas ADO, pas ADO. Dites Azure DevOps ou DevOps. Azure oui, DevOps. mais pas ADO. Voilà. Et donc ils ont sorti le 14 novembre, ils ont sorti le Sprint 143, et où là il y a des nouveautés concernant notamment des mises à jour au niveau des API, les API REST version 5, bon il y a toute une série de nouveautés sur ça. Il y a surtout, c'est un nouvel éditeur en termes de work item, donc ça permet déjà d'améliorer visuellement en tout cas les accès aux gestions des tâches. Il y a l'amélioration du sélecteur de branches. Personnellement, j'ai pas repéré grand chose, mais on va apprendre que c'est correct. Il y a l'amélioration du langage YAML, donc pour tout ce qui est build, release, etc. Et alors surtout, la nouveauté, c'est le nom de TFS prochaine version, donc la version de prémisse, qui s'appellera donc Azure DevOps Server, et elle est sortie en version release candidate. Donc on peut l'utiliser pour pouvoir déjà commencer à tester tout ça. On mettra les notes également sur tous les détails liés à Azure DevOps. La chose que je trouve drôle, c'est que ça s'appelle Azure DevOps Server. Ouais. Donc c'est de l'Azure Server. Donc je pense que ça va être un peu perturbant pour pas mal de personnes, mais Azure Stack aussi dans le même style. Oui. Ouais, mais Azure Stack, je trouve que c'est utiliser les technologies d'Azure on-premise ici. Tu viens de dire c'est la même chose, ouais. Tout à fait. Donc on est raccord. Ouais, c'est Voilà. Mais ça va quand même être compliqué. cohérent. Ouais, cohérent. C'est stupide, on est jusqu'au bout. Ouais, disons que Azure, c'est une marque qui est populaire en ce moment, quoi. Une petite brève de secondes. Il y a pile un mois, il y a IBM qui a racheté Red Hat, qui est très connu en fait pour sa distribution Red Hat Enterprise Linux, qui s'adresse au marché des entreprises et des serveurs. Donc maintenant, Red Hat va faire partie de l'équipe hybride de cloud d'IBM. Passons. Oui, le point suivant, c'était, ça concerne GitHub. Donc GitHub qui a un projet qui s'appelle Octoverse,
qui analyse un petit peu tout ce qui se passe au niveau des différents repositories de GitHub. Donc c'est là où on apprend qu'il y a 90 millions de repositories, il y a plus de 200 millions de pull requests. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le projet où il y a le plus de contributeurs actuellement, c'est Visual Studio Code, suivi par React Native, TensorFlow et Angular CLI. Ce qu'on voit également, c'est au niveau de l'évolution des langages. Bon, on a TypeScript qui fait une percée là depuis 2 ans, donc qui maintenant est en 7e position. Et on a le C# qui rebaisse sous C++. Donc dans l'ordre, on a JavaScript, bien entendu, Java, Python, PHP, C++, C# et TypeScript comme langages qui sont utilisés. Et au niveau des sociétés contributeurs, on voit que Microsoft est largement devant Google, suivi par Red Hat et l'université de Berkeley. Donc si vous voulez voir, vous avez un lien dans l'émission, dans le post de l'émission avec l'ensemble des statistiques. Alors la news suivante, c'est plus lié au dev, donc on revient un petit peu à ce dont on parlait tout à l'heure avec les outils et autres, c'est le futur de JSON dans .NET Core 3. Apparemment, il était annoncé qu'il y a un souhait, bon déjà d'améliorer les performances au niveau des accès des API JSON, et pour le moment, je veux dire, les paquets ASP.NET Core sont liés à JSON.NET pour pouvoir faire tout ce qui est sérialisation, désérialisation. Et donc, ils souhaitent des lier en quelque sorte de Newtonsoft pour pouvoir accéder et donc d'intégrer vraiment les fonctionnalités de JSON il y a plus au standard. Alors moi, j'ai Il y a plusieurs raisons. Est-ce que Sébastien Pertuis a proposé son moteur de sérialisation Je sais pas. Alors, pour la petite histoire, mais bon, on a eu des débats philosophiques, techniques au billard avec Mitsou. On rentrera pas dans le détail. .NET Core 1.1 et .NET Core, 1.1. Non, .NET Standard, pardon. Il y avait pas ni dataset, ni binary formatter. Et je m'étais mis en side project, j'avais refait un serializer et on avait travaillé ensemble un petit peu dessus, il est sur mon GitHub. Bref, bon, c'est pas le sujet. Et, pour .NET Core, donc, et pour JSON.NET, alors c'est mon sujet, c'est ainsi, donc je me permets d'intervenir. Pourquoi est-ce qu'il y a plus JSON.NET? Parce que l'équipe ASP.NET Core target les performances pour être dans le top 3 ou top 4 sur TechPower. Et la raison pour laquelle ils ont sorti JSON.NET, il y en a 2. La première, c'est qu'ils veulent utiliser des nouvelles fonctionnalités du C# 8, notamment span de T et memory de T pour faire de la meilleure allocation de mémoire au tableau. Et pour quand on fait du JSON, c'est quand même plutôt important. Je vous renvoie d'ailleurs à la super session de C# 8 de Mitsou sur le sujet. Qui seront disponibles online. Il va attendre quelques semaines par rapport à l'épisode, mais ils seront disponibles online. Et JSON.NET, donc il faut savoir que l'auteur de JSON.NET, il a fait ça, il était indépendant, il a été embauché chez Microsoft il y a 2 ans, donc on sait de quoi il parle. Et il a fait une interview parce que les gens de suite, quand on a dit qu'on allait sortir JSON.NET de .NET Core, ils disent mais pourquoi, c'est une hérésie. Et il explique que, comme le .NET Framework, aujourd'hui, il a des milliers, des millions de projets qui tournent sur JSON, et la moindre modification qu'il fait, ça peut être très impactant pour tout le monde. Du coup, s'il veut vraiment améliorer les performances de JSON.NET avec les nouvelles features qu'on a aujourd'hui, les risques de rétrocompatibilité sont énormes d'erreurs. Donc il a dit finalement, je préfère qu'on le sorte. Moi, du coup, je peux capitaliser sur les features de JSON.NET avec toutes les classes, les méthodes, etc. qui sont disponibles. Et sur .NET Core, on ne fera que l'essentiel, c'est la sérialisation de désérialisation. Et JSON.NET, tu pourras toujours le plugger en tant que package supplémentaire, parce qu'on exposera les interfaces nécessaires pour pouvoir justement utiliser soit JSON.NET, soit tout autre package qui exposera les bonnes interfaces. Donc dans tous les cas, on le sort pour avoir des meilleures performances au niveau du cœur. Mais si vous voulez continuer à utiliser les features de JSON.NET, ce sera toujours possible. Et c'est vrai que dans la grosse majorité des projets, on a juste besoin de sérialiser, désérialiser, point, pour pouvoir s'échanger des données. Donc, après, on peut dès qu'on va faire du JSON Link, ce genre de truc-là, effectivement, JSON.NET, c'est génial. Et dans le même esprit, Entity Framework Core, adore Mitsou d'ailleurs, va être sorti aussi par défaut d'ASP.NET Core pour dans le même esprit, quoi. Ah, c'est une blague, du coup. Et moi, ça me fait un petit peu sourire, mais dans le bon sens du terme, il faut avoir joué un petit peu avec essayer d'écrire soi-même un serializer des serializers. Ça a été ça au début, ça, 2 heures, on a que ça marche dans 90% des cas. On arrive à serialiser un arbre dans les 2 sens.
Et ça va 3 fois plus vite que n'importe quel saliseur du marché. On se dit, putain, je suis un dieu, quoi. Et en fait, quand on commence, ouais, mais tu supportes tel truc de sécurité, les appels, la réentrance cyclique. Ah non. Ouais, puis après, tu factoriser les références. Edge cases, Voilà, hein. Qu'est-ce qui arrive si tu as ce caractère à la fin? Ah ouais, attends. Et après, tu finis par mettre en cache les métadatas, les machins, et tu fais, moi, je suis curieux. Qui autour de la table a déjà écrit un serializer JSON? moi, du coup. Quasiment tout le monde. Ouais, c'est un truc qu'on fait. En fait, quand tu veux vraiment toute la sécurité, comme tu retombes dans les perfs complètement. des saliseurs du marché. Moi, donc mon projet perso, donc j'ai utilisé ce binary converter parce que j'en avais besoin à l'époque. Après .NET Standard 2.0 est sorti, mais j'ai dit bon, je vais le laisser parce que je l'ai fait, tu vois. Et je suis tombé sur une exception il y a genre 15 jours, du coup, j'ai viré. Loin. Sur le... La vie est trop courte. Ouais, voilà. Slash. Ouais. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Mais bon, c'est une vraie expérience, ça permet d'apprendre des choses. Exact. Et t'as acheté un PC de jeu. Et juste un moi j'avais fait un déserializer pour SOAP à l'époque. Oh, Et je l'ai écrit en Oh, JavaScript. God, Tu te remercies. Là, par contre, tu te fais du mal. J'ai encore des cauchemars. Tu vois, tu te fais du mal. Ah ouais, j'ai encore des cauchemars. Sinon, les grosses machines, là, pour augmenter les perfs de... Oui. sans trop se prendre la tête. Bien, ensuite une petite nouvelle, donc c'est la sortie d'Angular 7, maintenant qui est en version 7.1. Donc il y a peu d'évolution par rapport à la version précédente. Il y a toujours le moteur de compilation Ivy qu'on attend, qui continue à évoluer, mais qui est toujours pas en version première par rapport au compilateur actuel d'Angular. Des nouveautés au niveau d'Angular CLI avec maintenant des prompts, donc où on vous pose des questions au moment où vous faites la génération de projet. Est-ce que vous voulez choisir du CSS ou du SCSS ou ce genre de choses. Une chose intéressante, j'allais dire même presque capitale, c'est que la documentation d'Angular CLI est maintenant intégrée dans Angular.io. Donc on a avant la documentation de CLI était un petit peu cachée. Là, on l'a au sein du portail principal. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu dans les posts de nouveautés d'Angular 7, il présente énormément Angular Material, il pousse énormément Angular Material, avec notamment des nouvelles fonctionnalités, de pouvoir faire du drag and drop avec le CDK. Et du virtual scrolling. Donc là, je suis en train de m'amuser avec. C'est vrai qu'on peut faire des choses qui sont assez intéressantes. Voilà concernant Angular. Après, c'est un gros morceau que t'as mis, Richard, sur les slides. Et là, je pense qu'on n'est pas sorti. J'ai peur qu'il va falloir boucler Alors, il va micro. falloir le faire court. Hein, parce que Richard, Le C# 8. Richard a mis des slides sur les nouveautés C#. Ouais, ça tombe bien, il y a Mitsu qui est là. Donc C'est ça le problème en fait. C'est ça qui a fait. C'est ça le problème. Ouais, je vois pas l'écran, moi. Non, justement, moi, je guine, là, tu vois. Donc en gros, t'as fait une session d'1 heure sur C# 8. 5 minutes. Donc là, t'as 5 minutes. Waouh. Bon, alors en gros, nullable référence type Oui, là. merci. Les assets Oui. Et tout à fait. Et des fois, 5 minutes, ça passe super vite. Hein. Et tout à fait. Ouais. Alors revenons. Les nullable reference tips. Les types de références nullable, c'est le constat, il est assez simple, c'est que dans une majorité de nos méthodes, les premières lignes, parfois même une quinzaine de lignes, c'est le check des variables entrantes, des paramètres d'entrée, et s'ils sont nuls, on soulève une exception, argument, machin, etc. Et ce code, en absolu, si on veut garder toutes nos méthodes relativement pures et safe par rapport à leur contexte d'exécution, à tous les niveaux, s'il y a 10 méthodes qui s'appellent les unes les autres, elles vont toutes rechecker si on veut faire propre tous leurs arguments. Et l'idée, ce serait et si on crée des types de références qui n'acceptent pas la valeur nulle, est-ce que ce serait pas plus simple? Voilà. Donc ça paraît simple comme idée, sauf que fonctionnellement, on utilise le nul. Ce que je disais, on récupère depuis une base de données ou une API un get customer. Souvent, fonctionnellement, on codifie le truc en disant s'il n'est pas présent, j'envoie nul. Donc à la fois on en a besoin, enfin on l'utilise,
et à la fois on sait qu'il est casse-gueule dans pas mal de scénarios voilà. Donc l'idée c'est ça soulèvera pas d'exception, d'erreurs de compilation, mais d'enrichir un petit peu des annotations sur certains types pour qu'ils soient watchés et que à la compilation je parle, hein, et que on puisse les déclarer non nullable. Ouais. Et s'il y a des cas, ça soulèvera des warnings. Et je crois qu'on peut la désactiver comme fonctionnalité. Oui. Alors Ouais. il y aura des attributs Ouais. et on pourra la désactiver si on veut rester comme aujourd'hui. Mais voilà, ça reste un sujet. C'est un sujet qui est assez ancien, hein, qu'on se pose depuis tous les jours. Et puis on retombera dans le cas des types struct, int, des primitifs. Ouais, Mhm. ouais, On pourra les rendre nullables éventuellement. Voilà. Ensuite, il y a les Le pattern matching, l'évolution, donc ça continue d'évoluer dans des syntaxes encore plus fonctionnelles, donc encore un peu plus troublantes, qui se rapprochent de plus en plus à F#, mais moi que je trouve génial. Hein. Ouais, c'est des... Et Pardon, Ouais, juste parce que je l'ai poussé sur Twitter, j'ai pris une photo pendant que tu étais en train d'écrire. Ouais, j'ai- moi aussi, j'ai- ouais. Je l'ai mis tout à l'heure, dessus ouais. et je vois qu'il y a déjà des commentaires dessus Oui. sur la syntaxe d'une part et sur des possibles optimisations que le compilateur ne pourrait plus faire, enfin ce genre de choses. Donc, je pense que ça c'est un sujet pour lequel on va avoir encore des discussions et des retours, mais c'est un sujet vraiment super intéressant. Et le fait d'avoir dans des expressions aussi, c'est là je suis pas trop en dedans en disant bon, on va faire return, mais c'est énorme la capacité d'avoir d'expression et comme dans tous les langages fonctionnels, il n'y a pas de void. Toutes les méthodes renvoient toujours des valeurs, Mhm. et moi je trouve que c'est une excellente chose là. Et du coup, quand t'as un switch, ça casse. Donc tu peux faire des returns, faire quelque chose de moins d'une écriture qui est moins naturelle, et d'augmenter cette capacité à étendre les expressions. On s'en rend pas compte, mais ça augmente la chaîne d'inférences de type, de généricité, etc. C'est un truc qui est énorme en fait. Ouais. Tant que la syntaxe va pas vers du Lisp, moi ça me va. Je parle là-dessus, hein. Fonctionnel, mais Ouais. rajoutez pas des parenthèses. Et pour pas faire trop long, si tu dois encore rajouter une fonctionnalité que tu trouves intéressante dans la prochaine version de C# 8, comme ça après on peut passer à la suite. 8. Pas 8. 8. Nous sommes en Belgique qui fait ce qu'il Heureusement veut. que c'est pas neuf. Les flux asynchrones, hein, c'est bien quand même. Ah oui. Aujourd'hui, tout le monde en a plus ou moins écrit là, dans des syntaxes qui sont plus galères. Et quand on pourra faire un for each dessus, ça va quand même être beaucoup plus simple. Encore une fois, je pense que c'est comme la 5, quand c'était pas là, on s'en rendait pas forcément compte. Voire on le codait pas du coup, parce que c'est un peu chiant. Et quand on l'aura vraiment... et ça, par contre, c'est une feature qu'on va rencontrer beaucoup plus souvent, je pense, que le switch ou Ouais, c'est vrai. ou d'autres trucs. Hein. C'est vrai Ça qu'il faut peut- l'appliquer, quoi. Ça peut aussi faire gagner en consommation mémoire si on voit qu'aujourd'hui on va récupérer le résultat complet de manière asynchrone en un seul appel. Que là on pourrait découper. Donc Ouais. après faut voir le trade-off entre les deux, mais ça Bien sûr, ouvre des pistes qu'on a aujourd'hui. Mon idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, quand même, utilisent Task. Peut-être qu'ils savent pas en créer eux-mêmes, machin, etc. Mais en tout cas, l'usage, il est vraiment très très simple. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui savent maîtriser ça, mais qui ne maîtrisent pas forcément le Yelp. Alors Mhm. que Ouais. il date depuis un bout de temps. Mais il y en a quand même ceux qui savent en tout cas utiliser Yelp. C'est un mot-clé qui est génial aussi, pour Ah faire ouais. des enumerables. On se rend pas compte du boulot que fait le compilateur pour transformer la méthode qu'on a écrite. Et en tout cas, les gens qui savent le faire, ils peuvent pas mettre de weight dedans aujourd'hui, et ils pourront le faire. Donc Ouais. c'est un cas qui est quand même loin d'être une niche. Hein. Mhm. C'est particulier. Il est prévu pour quand le compilateur C# 8? Je sais pas. Début d'année? Je sais pas. Ouais, je pense que ils synchroniseront avec Avec, je sais- avec de 2019. ouais, Avec un événement quelconque. c'est ça. Sûrement, ouais. Denis? Ouais. On Oui. parle du news qui ne sert à rien, on va dire. Donc, voilà. Microsoft a mis sur GitHub le code source de MS-DOS. Et ouais. Donc qui était fait en assembleur 8086 et en fait ils ont mis ça parce qu'avant c'était sur le Computer Museum, c'était un site où on ne pouvait pas l'utiliser en distribution, maintenant on peut l'utiliser en distribution, je vois pas où est l'intérêt, mais c'est intéressant à lire, il y a 4000 lignes de code en assembleur 8086, à voir, c'est quand vous regardez le truc, C'est une c'est curiosité, lisible, quoi. c'est une Ouais. curiosité, ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil. Ce qui est rigolo, c'est qu'on voit les fichiers style README avec les commentaires. Des Ouais. choses comme ça. Oui, mais Et c'est dans le même style, il y a aussi C'est une même, il y a le implémentation. request dessus. Dans le même style, il y a aussi une implémentation de Windows 95 en JavaScript, ce que Ah tu oui, peux oui, faire oui. tourner dans ton web browser. Je sais Ouais. pas si vous avez essayé ça.
qui a rien à voir avec Microsoft, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et je trouve ça absolument hilarant parce que littéralement ça sert à rien. Quoi. Non, ça sert à rien. Mais par contre, le Ça boulot qui- que ça a dû demander. Mais par contre le boulot, ouais. Bon, les pull requests, Microsoft a dit qu'il les gérait pas. Bien évidemment. Ah ouais, ok. Ouais. Alors, si un de ces quatre vous faites un podcast sur l'assembleur, moi je suis chaud. On note. En combien de tomes? Ce sera plus concis que les lignes. Il y a un nouveau podcast qui existe vidéo sur YouTube qui s'appelle la Teams French Community. En fait, c'est avec Lexiconia, Eud, etc. Donc, ils vont nous parler de tout ce qui est l'actualité de Microsoft Teams. C'est toujours Skype for Businesses. Aussi bien au niveau technique, enfin code, qu'au niveau des environnements avec les appareils. ce genre La de choses, totale. quoi. Donc, c'est très intéressant. C'est super sympa à visionner. On vous invite et un petit coucou à eux. Microsoft Maquette. Alors, le mois dernier, Microsoft a sorti discrètement en fait un outil 3D de prototypage qui est vraiment sympa au niveau de la VR. Alors la VR on n'entendait plus beaucoup parler. Là l'idée c'est de manipuler. Alors c'est pas forcément initialement pour les développeurs, mais c'est pour les designers, etc. Donc vous avez des interfaces graphiques, un peu vous avez un paint 3D, j'exagère en disant ça, mais vous allez pouvoir interagir avec des objets 2D, des objets 3D, des dessins et créer vous-même des scènes. Donc ils ont mis une vidéo sur YouTube. Alors c'est en bêta fermée, bien évidemment. Enfin pour l'instant. Donc on pourrait imaginer un design, enfin c'est l'évolution du designer 2D dans le monde 3D. Donc il prend ses manettes et il va construire rapidement et c'est extrêmement bien foutu. Voilà. Sert que à la VR. Ça sert à la VR, c'est compatible avec Oculus Rift, HTC Vive, etc. Donc en fait c'est l'équivalent des concurrents de Tilt Brush et Google Blocks qui existent aussi. Attends, mais on peut pas l'utiliser juste pour générer des Si. scènes 3D? Bah Si, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Mais c'est une bêta fermée, donc là pour l'instant faut attendre qu'elle soit ouverte, mais après non, mais la cible. t'interagis, tu Mhm. peux construire, t'as tes enfants, ils vont D'accord, s'amuser d'accord. avec un jeu de Lego, c'est super bien foutu. Mais Avec des super Mitsu, si tu pouvais te mettre encore plus loin de micro, ce serait super. Alors, il y a de quoi, hein. On passe à la suite. Ben, je crois que c'est une Et les dernière grosses news. voiles, Hein. Une dernière news, sauf après s'il y a des commentaires, mais pas toujours gai. C'est le cofondateur de Microsoft, Paul Allen, qui nous a quittés, je crois que c'était le 16 octobre, si j'ai bonne mémoire. Le 28, non? Le 28. Bon, bah, je pensais. Ah, je sais bah, pas. Non, bah, c'est pas grave, peut-être le 16, mais peu importe. J'ai un article daté du 16, donc... Peu importe. Et donc, pour les petits jeunes qui nous écoutent, Paul Allen, il était évidemment connu pour avoir créé Microsoft aux côtés de Bill Gates en 75. Et ben voilà, 75, non? 75. C'était la 50e fortune du monde. Ouais. Avec ses 13 Ouais, milliards. et Il a entre autres, il a énormément un- investi dans les technologies, l'aérospatiale et compagnie. Et entre autres, il a un yacht qui est en fait un navire de guerre reconverti avec landing pad pour 2 hélicoptères, parce qu'il en a besoin d'un pour sa femme et puis un pour lui. Évidemment, évidemment. Voilà. Mais cela dit, il a aussi beaucoup investi dans la charité, donc faut aussi reconnaître ça. Quoi. Vous aviez quelque chose à ajouter dans les nouveautés dernièrement? Est-ce qu'on parle de Microsoft Ignite the Tour, peut-être? Voilà. Ouais, bah ça c'est mon actualité du moment en fait. C'est simplement en fait une suite de conférences. On va faire à peu près une quinzaine de locations entre début décembre et fin mai à peu près. Et donc si vous êtes dans le monde entier, il faut regarder. Entre autres, on aura une pour nos amis canadiens. On aura une date à Toronto par exemple en janvier. Sinon en France, malheureusement, je crois pas qu'on vient. C'est pas encore prévu. Pas encore prévu, peut-être une fois ou l'autre. Mais enfin voilà quoi, Mais- c'est mais un y petit peu a- l'actualité du moment. y a C'est un des choses en tour, préparation. grosse conférence avec une centaine de sessions à peu près. Azure, Office 365, et ça sera un événement qui est complètement gratuit. Donc si vous allez online, il faut regarder Ignite the Tour 2019 et il y a toutes les informations sur le site web. Ok, très bien. Est-ce que tu vas au MVP Summit? Malheureusement, je peux pas y aller parce que j'ai justement des conflits J'aime avec... bien glisser des petites discussions perso. Ah oui. Ouais, bah non, le MVP Summit qui vient en mars, quoi. Ouais. Et malheureusement, c'est la première fois en 11 ans, 12 ans que j'y serai pas. Et ça me fait Ah, c'est quand même une news, tout hein. drôle. Ah bah oui, c'est nul. Ouais, la news, Ah, c'est, ouais. voilà, je serai pas Après, moi, là. j'ai été MVP pendant 8 ans. Ça fait 6 ans que je suis chez MS. Je suis jamais allé. Moi, l'année passée, en fait, j'y suis allé comme employé MS pour la première fois. Ah. Avant, ça faisait 11 ans que j'étais MVP où j'ai fait toutes les années sauf la première, quoi. Et ouais, ça me fait mal au cœur, mais non, malheureusement, je peux pas, quoi. J'ai trop de boulot, là, trop de voyages. Ok. Vous aviez une info aussi à rajouter, Sébastien? Non, là, pas comme ça qui me vient à l'esprit, mais si jamais ça vient, je te dis. Mais... J'ai un peu soif. Justement. Christophe, Non, t'as encore des... moi, c'est juste. Alors moi, je reste
assez bas niveau par rapport aux discussions qu'on a eues, mais il y a une version de CLRMD qui supporte Linux qui a été poussée, la version 1.0, par Leakulver de chez Microsoft. Et donc ça veut dire que maintenant, c'est un élément de plus qui nous engage à aller sur .NET Core vers Linux. Donc ça fait une pierre de plus à l'édifice et c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'était pas forcément super facile non plus. Donc merci Ali pour ça et continuons. Ok, parfait. On mettra les liens un peu de tout ce qu'on a, tout ce dont on a parlé ici dans le post de l'émission. Merci à tout le monde en tout cas et à bientôt pour un nouvel épisode. Il n'y a pas de gâteau d'anniversaire? C'est vrai, c'est le 50e. 50 bougies, Ouais. c'est Bah, on fêtera ce soir. Ah, bravo, moi j'étais certain que tu l'aurais ramené vu qu'on est venu ici en Belgique. Comment on a amené tous les copains pour pouvoir parler au podcast, donc. Alors, c'est ça. On est quand même en marge de l'événement. Et Ouais. Merci à vous. Ouais, fantastique avec nous, ouais. Très belle conférence. C'est vraiment... c'est ma première fois, mais super. vraiment superbe. Par contre, le Merci à grand vous. parking sous la ville, c'est un peu compliqué. Ça, il faut dire, on est à Louvain-la-Neuve, effectivement, ils ont construit parce la ville au-dessus du parking. Tu connais pas le Canada, en fait, c'est pour ça, faut aller à Montréal pour... Ouais. Et il y a la ville sous la ville, carrément. Eh bien, Merci, au revoir. Merci à vous.